Mesdames, Messieurs, amis chasseurs, pour la deuxième année consécutive, nous sommes contraints d'organiser notre Assemblée générale par voie dématérialisée. L'année écoulée aura été l'une des plus difficiles pour tout notre pays. La pandémie du Covid bouleversant nos vies et nos habitudes dans un climat inquiétant, avec des décisions prises à court terme, sans certitude du lendemain. Lors de notre dernière Assemblée générale, nous avions été l'une des rares fédérations de France à nous donner les moyens de consulter l'ensemble des adhérents de façon démocratique. Alors que dans la plupart des autres fédérations, ce sont les conseils d'administration qui ont décidé, comme le prévoyait la loi. Nos activités synergétiques ont-elles aussi été bouleversées et nous avons tout fait pour vous informer au jour le jour, afin que chacun puisse s'adonner au mieux à sa passion de façon légale. Notre rôle fédéral a bien été de trouver toutes les possibilités de pratique de la chasse, depuis celle de 1 heure, 1 km autour de l'habitation, en passant par 20 km durant 3 heures, et jusqu'à la dérogation pour motif d'intérêt général pour la chasse au grand gibier. Un grand merci au service de la DDT et à Monsieur le Préfet qui nous ont fait confiance lors de nos négociations argumentées. Au final, en Haute-Vienne, chacun d'entre nous aura pu pratiquer sa passion dans des conditions à peu près acceptables. La seule grande absente aurait été la convivialité. Cependant, grâce au talent des chercheurs de tous les pays, plusieurs vaccins destinés à endiguer puis éradiquer le Covid ont été trouvés, nous permettant d'entrevoir le bout du tunnel pour les tout prochains mois. Mais un autre danger nous guette, nous les ruraux, et plus particulièrement les chasseurs, les pêcheurs, mais aussi tous les éleveurs de bovins, ovins ou même volailles. C'est la philosophie qui prétend vouloir mettre sur un même niveau les animaux et les êtres humains. Ce concept, porté par une nébuleuse verte sectaire, qui prenant pour prétexte la défense de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique et le développement des énergies renouvelables, valeurs que nous défendons également, a su convaincre dans certaines communes une majorité de citoyens. Mais il y a tromperie sur la marchandise. Les premières mesures prises par les nouveaux édiles issus de cette vague verte sont assez surprenantes. Ainsi, le nouveau maire vert de Bordeaux interdit les arbres de Noël sous prétexte de défense des forêts. Pire encore, le maire vert de Lyon, capitale du bien manger, avec ses bouchons et sa gastronomie haut de gamme, interdit la viande dans les cantines, tout comme il a interdit le passage du Tour de France dans sa ville pour éviter la pollution. Sans parler de l'interdiction de pêche dans les villes de Montpellier et Paris. Nous chasseurs, nous ruraux, nous faisons partie d'une des minorités qui composent notre belle France. Ces minorités ont toujours vécu ensemble, se respectant les unes les autres. Aujourd'hui, cette nébuleuse verte et ses diverses composantes veulent la mort de notre art de vivre et n'hésitent pas, à travers la presse, à nous stigmatiser. J'en veux pour preuve, entre autres, l'affaire Elisa Pilarski, où les chiens des chasseurs ont été mis en cause pendant plusieurs mois, semant le doute dans l'esprit des honnêtes gens, alors que la réalité était tout autre. En effet, en ce début mars 2021, plus d'1 an après les faits, nous apprenons que le compagnon de la victime a été mis en examen pour homicide involontaire. Mais il n'y a eu aucun mot d'excuse pour les veneurs. En fait, tout est prétexte pour dénaturer la vérité et nous dévaloriser. Devant ces déferlements médiatiques, souvent hors sujet, visant à nous discréditer, nous avons un sentiment d'injustice, de colère et de rancœur face au refus des autorités politiques de condamner les auteurs de menaces de mort ou d'insultes les plus diaboliques à notre encontre, ou même la détérioration de nos biens. Nous nous devons de réagir. En effet, il faudra compter sur nous, chasseurs et autres ruraux, forts de nos valeurs et de nos différences. Il faut nous préparer à nous mobiliser dans les mois, les jours à venir,
car on nous a déclaré la guerre. Europe Écologie Les Verts et les partis animalistes veulent un changement profond de notre société, basé sur la philosophie d'égalité hommes-animaux, et par voie de conséquence, notre éradication. Ne pensez pas que j'exagère, je suis en dessous de la vérité. Il vous est facile de trouver sur Internet les 4 pages d'Europe Écologie Les Verts intitulées « Repenser nos liens avec les animaux, de l'exploitation vers la cohabitation ». À l'échelle de notre département, les dirigeants des différentes composantes de la ruralité vont se réunir pour organiser la résistance rurale et établir des plans d'action, si nécessaire, comme nous avons déjà su le faire en fin de siècle dernier, le 14 février 1998 pour être précis. Et notre première mobilisation sera de nous faire entendre lors des prochaines élections départementales, régionales et présidentielles, et nous devrons tout faire pour faire échouer Écologie Les Verts et ceux qui les soutiennent. En effet, on n'en peut plus de se faire traiter d'assassins, de se faire insulter ou menacer de mort par de courageux anonymes cachés derrière leur clavier d'ordinateur, alors que nous pratiquons des activités organisées, légales et encadrées par la loi. Voilà 3 ans. En décidant de quitter le site du Safran, nous avons opté pour une stratégie diamétralement opposée à celle qui nous régissait jusque-là. Au lieu de la devise « Pour vivre heureux, vivons cachés », nous privilégions désormais la formule « Être vu et reconnu ». Ce choix, nous l'assumons totalement. La chasse n'a pas besoin d'être défendue, elle a besoin d'être expliquée. C'est bien ce que nous comptons faire dans les prochains mois sur le site d'Usura que nous intégrerons à compter du prochain automne. En effet, comment peut-on comprendre ce que l'on ne connaît pas? Usura sera le siège de nos futures activités. Il sera le berceau de nombreuses animations, tout public, et le théâtre d'événements populaires visant à reconnecter l'homme moderne avec la nature ordinaire. Il y aura donc, chaque semaine, quelque chose à découvrir ou à redécouvrir sur Usura qui devrait, et nous y travaillons, bénéficier d'aménagements fonciers, ludiques et pédagogiques dédiés à mieux communiquer avec la gestion durable de l'environnement. Aux côtés de nos amis pêcheurs, une convention d'animation sera prochainement signée avec la ville de Limoges, afin de légitimer nos activités sur site et de nouer notamment plusieurs partenariats pour développer notre stratégie d'association. Faut-il encore le rappeler, agréée au titre de la protection de la nature depuis 1978. Durant l'année écoulée, malgré toutes les difficultés liées aux événements sanitaires, nous avons pu faire avancer certains projets engagés. Concernant la collecte des déchets de venaison, sur les bases du protocole que je vous rappelle, la DDCSPP prend en charge le coût d'investissement des bacs d'équarrissage, les communautés de communes financent le coût de l'enlèvement et la destruction des déchets, moyennant un montant maximum prédéfini à l'aide des tableaux de chasse antérieurs. Les communes pourront déposer dans les bacs les animaux sauvages trouvés morts sur les routes communales, en accord avec les responsables d'ACCA concernés. La fédération assure toute la logistique départementale nécessaire au bon fonctionnement. Elle établit pour chaque collectivité une seule facture avec justificatif par année synergétique au mois d'avril de chaque année. Ce sont désormais 10 communautés de communes sur 13 qui ont contractualisé, ce qui représente 169 des 201 anciennes communes, soit 84% de la Haute-Vienne. Concernant les 3 communautés de communes de l'Est du département, Noblat, 12 communes, Porte de Vassivière, 12 communes, et Briançon-Combade, 10 communes, les présentations et les échanges ayant été perturbés par la situation sanitaire, nous sommes encore en pourparlers. Et je pense que des accords devraient pouvoir se concrétiser d'ici la prochaine ouverture générale.
Pour satisfaire aux nouvelles obligations de la loi chasse, les effectifs de la fédération ont été étoffés par l'intégration de 2 salariés supplémentaires, grâce d'une part à l'apport financier lié à l'éco-contribution et d'autre part au financement compensatoire consécutif au transfert des missions de l'État vers les fédérations. Audrey Couder, embauchée au travers d'un contrat de professionnalisation qui se terminera fin avril, verra son emploi pérennisé pour développer l'animation nature sur le site du Jura et sur l'ensemble du département auviennois. Natacha Poirier, titulaire d'un doctorat en droit obtenu à l'Université de Poitiers, nous apporte désormais la compétence juridique nécessaire pour assurer le bon fonctionnement et la gestion des ACCA, ainsi que le suivi des enjeux liés aux différents territoires. Elle a rejoint l'équipe fédérale depuis le 1er octobre 2020 et ceux d'entre vous qui l'ont déjà rencontrée ont pu mesurer la qualité de son expertise. Sur le plan technique et considérant les départs à la retraite effectifs pour Alain Delpuech et à venir pour Yannick Bienvenu, le conseil d'administration élabore une stratégie visant à redéployer l'ensemble des missions déjà existantes, intégrer de nouveaux enjeux, notamment de formation, augmenter le soutien aux responsables de territoire. Notre réflexion devrait déboucher sur des recrutements pour lesquels des fiches de poste seront, le cas échéant, diffusées sur notre site afin d'effectuer, si possible, ce recrutement dans le département. Les dégâts commis par les sangliers sur les cultures sont contenus depuis maintenant 3 ans. Cela est dû à plusieurs raisons. La mise en place du répulsif PN19 lors du semis des maïs, efficace également contre les corvidés, la sécheresse sans doute, mais surtout la rapidité des interventions de la majorité des responsables de territoire que vous êtes, grâce aux différents modes d'action qui vous sont désormais offerts. Clôture électrique, décantonnement, tir d'été à compter du 1er juin, chasse possible en mars. Toutes ces mesures permettent des relations plus détendues avec le monde agricole, en Haute-Vienne. Au niveau national, des discussions sont en cours pour trouver un accord de financement partagé du coût des dégâts. Un premier compromis aurait été trouvé entre les représentants du monde agricole, tous syndicats confondus, et les représentants des chasseurs. Reste maintenant à poursuivre cette discussion avec les responsables de l'État et à connaître les contreparties de gestion pour l'espèce. Dans un contexte compliqué et après un intense travail de nos services administratifs et techniques, nous sommes parvenus à intégrer les nouvelles charges des missions de service public qui nous ont été dévolues. Et comme vous avez pu le constater, nous sommes désormais opérationnels. Nous devons vivement remercier toute l'équipe fédérale d'avoir su relever ce challenge, ce qui à l'origine n'était pas évident. Face à ce surcroît de travail, certains projets n'ont pu être finalisés, comme par exemple celui de la centrale d'achat. D'autres projets sont en cours d'élaboration, comme la recherche de financement et de partenariats extérieurs, afin de mieux répondre à l'objet même de nos statuts. Assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que les intérêts de ses adhérents. Après négociation auprès de la Direction générale des finances publiques, il nous est désormais possible d'effectuer des versements libres ouvrant droit à des réductions d'impôts égales à 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable pour les particuliers et 60% du montant des versements dans la limite de 5% du chiffre d'affaires pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Pour chaque don perçu, la Fédération émettra un reçu fiscal. Cette pratique, déjà largement utilisée par nos adversaires, devrait nous aider à déployer de nouveaux moyens et nous donner un nouvel élan pour assurer la promotion et la défense de la chasse. Les années à venir seront déterminantes pour notre devenir de chasseurs et nous devrons nous mobiliser avec énergie et détermination afin de pouvoir continuer
à exercer notre passion. Mais surtout, il faut faire en sorte que nos enfants et petits-enfants puissent aussi s'adonner, s'ils le souhaitent, à cette pratique ancestrale que nous nous devons de leur transmettre comme elle nous a été transmise. Vive la chasse, toutes les chasses, vive la ruralité!